Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire aujourd'hui dédié donc à la psychologie de trading. Certainement, en tout cas de mon point de vue, à l'intérêt majeur pour un trader, c'est-à-dire de bien maîtriser sa psychologie. Je dirais que ça va vraiment représenter à peu près 60 à 70% d'un trade. C'est-à-dire que réellement, l'aspect psychologique pour n'importe quel trader va largement dominer l'aspect technique. Je pense évidemment à l'analyse technique, je pense aussi au chartisme, et va être complété par une sous-composante qu'on appelle le money management, donc la gestion du risque, la gestion de ces fonds, les capitaux qui sont investis, ceux qui restent à disposition en parallèle de l'investissement. Voilà, on va s'intéresser aujourd'hui vraiment à cet aspect majeur. Alors, ce webinaire justement est enregistré, puisque l'idée c'est vraiment de pouvoir reprendre cette formation à tout moment sur YouTube, donc par rapport à la vidéo que l'on va diffuser dans les prochains jours. Donc effectivement, vous aurez l'occasion de reprendre ce webinaire, non pas aujourd'hui je pense, mais à partir de la semaine prochaine. Voilà. Rapidement. Ce webinaire reste à titre indicatif, quelques mentions évidemment, aucun contenu figurant ne peut être considéré comme un conseil en investissement. Rapidement également, XTB France est donc immatriculé au RCS de Paris sous numéro 522 758 689. Nous sommes contrôlés à l'AMF depuis que la succursale française a été créée, donc en mai 2010, et nous sommes autorisés à exercer en France en tant que courtier par l'ACP. Voilà, on a nos bureaux d'ailleurs à Paris. On invite régulièrement nos clients à venir nous rendre visite, donc au 146 boulevard Haussmann. Voilà, l'adresse n'a pas changé depuis qu'on est en France. C'est un groupe international, XTB, présent et agréé dans plus de 16 pays en Europe et dans le monde. Nous sommes leaders sur le marché du courtage, donc en tant que courtier en Europe centrale. Et le bureau, voilà, comme je disais il y a quelques secondes, a été créé donc en mai 2010. En quelques chiffres, c'est 100 000 clients, un peu plus d'ailleurs maintenant, et 300 employés à travers le monde. On va s'intéresser directement maintenant. On va attaquer le webinaire à proprement parler jusqu'à 12h30 à peu près. Alors, pourquoi parle-t-on de psychologie de marché? Une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, alors je m'intéresse pas forcément au trading range ici, c'est-à-dire à une tendance relativement neutre, en tout cas à une évolution constante entre support et résistance. Je vais vraiment essentiellement me concentrer sur une tendance nette, donc à la hausse ou à la baisse par définition. Et forcément, la conséquence, c'est la résultante de l'affrontement. C'est systématiquement un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Alors, c'est une norme, c'est-à-dire qu'on va retrouver cette mention sur absolument tous les marchés financiers, sur absolument n'importe quelle unité de temps, et c'est vraiment quelque chose de commun à l'ensemble des actifs que l'on peut traiter au quotidien. Voilà. Les marchés financiers, alors je pense évidemment, quand je dis cela, au Forex par exemple, pour les devises monétaires, je pense aussi aux indices boursiers comme le DAX 30, je pense aux matières premières, et bien l'ensemble de ces marchés sont systématiquement dirigés, ils sont orientés, les tendances sont créées majoritairement par des opérateurs humains. Alors, quand je dis majoritairement, attention. Ce qu'on vient de mentionner, c'est qu'aujourd'hui, donc en 2015, et c'était déjà le cas, on a surtout les chiffres, il faut bien le reconnaître, de 2013 et de 2014 à ce niveau-là, plus de la moitié des volumes sont tout de même générés par des automates de trading. Mais malgré tout, ils sont manipulés, ces automates, par des opérateurs humains. Donc, indirectement, la majeure partie, je dirais, des actions sur le marché financier, sur les marchés financiers plutôt, sont tout de même orientées par des opérateurs humains. Alors, c'est malgré tout de moins en moins vrai. On a tout de même une émergence, je dirais, du HFT. Alors, ce qu'on appelle le HFT, c'est le High Frequency Trading. Donc, ce sont tout simplement au sein de très grandes banques, je pense notamment aux banques d'investissement comme Goldman Sachs, comme à JP Morgan, etc. Eh bien, des automates de trading qui vont investir en l'espace de quelques nanosecondes, on parle vraiment en nanosecondes, donc en millionième de secondes littéralement, sur des microscopiques variations vraiment. Maintenant, le HFT, bon, quoi qu'on en pense, généralement, les opérateurs humains voient le HFT plutôt d'un mauvais œil, ce qui est bien normal. C'est une pratique qui n'est pas encore totalement régulée, qui est assez récente, qui va normalement tomber un peu entre les mains du régulateur dans les prochaines années et qui va être un peu plus, je dirais, un peu plus soumis à certaines règles qui n'existent pas encore là-dessus. Tout cela pour dire que même si en ce moment, depuis quelques années, on a l'émergence de ces automates de trading à la nanoseconde, qu'il faut bien distinguer des automates de trading que vous, moi, on pourrait utiliser, que l'on pourrait coder, je pense notamment sur MetaTrader ou MQL4, ça c'est tout autre chose, c'est absolument pas la même classe, la même famille d'automates de trading, mais effectivement, à part ce bémol depuis quelques années, qui va tomber prochainement, je dirais, sous la main du régulateur, on a tout de même largement, je dirais, une mainmise
des opérateurs humains. Donc tout l'intérêt de s'intéresser encore à la psychologie du marché, même si en parallèle on a cette émergence du high frequency trading qui de toute manière devra voir son évolution, devra voir son expansion réduite dans les prochaines années. C'est très difficile de dire quand, hein, avec exactitude, tant face je dirais aux régulateurs, il y a ce lobby bancaire, mais malgré tout, c'est vrai qu'on va quand même parler de psychologie de marché encore dans les prochaines années. Je veux dire, il ne faut pas vraiment se soucier de cette émergence du high frequency trading pour justifier que la psychologie de marché n'a plus lieu d'être. Sinon, autant arrêter littéralement le trading. Alors, pourquoi comprendre l'aspect psychologique ? Pourquoi c'est si important? Naturellement, chaque phase, comme je disais il y a quelques secondes, hein, qu'elle soit haussière ou baissière, est cyclique. Alors on va le retrouver sous plusieurs formes, cet aspect cyclique. Il y a des grandes théories à ce niveau-là, je pense notamment à celle de Charles Dow, dont je vais reparler dans quelques minutes. Il y a évidemment les vagues d'Elliott, hein, qui traduisent également des phases cycliques, mais qui traduisent surtout, comme on le verra également dans quelques secondes, d'un point de vue chartiste, c'est-à-dire au niveau des chandeliers japonais et au niveau des figures un petit peu, entre guillemets, géométriques qu'elles peuvent représenter, eh bien ces phases cycliques et donc cet aspect intrinsèque, cet aspect vraiment psychologique qui domine le marché. Comprendre ces phases, c'est naturellement anticiper les changements. Alors c'est d'autant plus vrai avec l'exemple, ce fameux exemple des vagues d'Elliott, puisque tout le principe des vagues d'Elliott, c'est de savoir où nous en sommes à l'instant T de la construction, hein, donc en 8 points, 5 haussiers, 3 baissiers globalement, et effectivement de se dire voilà, j'en suis à telle étape au niveau des vagues d'Elliott, donc naturellement je m'attends à ce que la prochaine étape soit une étape qui haussière, qui baissière, peu importe. Mais en tout cas, c'est naturellement, on va s'intéresser à cet aspect psychologique pour anticiper des changements, pour anticiper des variations. Quand on dit changement, c'est au sens large, hein, ça peut être également tout à fait anticiper un maintien de la tendance actuelle, qui en soi est déjà une information en or, hein, sur le marché, si on sait qu'effectivement, à l'instant T, on est sur une tendance haussière et que cette tendance va se maintenir. Alors, la psychologie va également permettre de repérer les phases d'hésitation sur le marché. Je parlais il y a quelques secondes du trading range, cette évolution en yo-yo entre deux bornes, une borne haute, une résistance, une borne basse, un support. D'ailleurs, petite parenthèse, ce sera justement l'objet de la prochaine vidéo de formation, d'initiation à l'analyse technique que l'on diffuse sur YouTube, à savoir la détection et l'utilisation des supports et des résistances. Voilà. Donc concrètement, s'intéresser à la psychologie, c'est pas seulement vaincre ses peurs sur le marché financier, pas seulement savoir comment gérer son argent, c'est aussi par rapport au comportement des chandeliers japonais, eh bien évaluer si le marché va poursuivre sa tendance, va au contraire changer de tendance, et tout cela au sein de comportements complètement cycliques. On dit que l'histoire se répète systématiquement, c'est d'autant plus vrai dans le cas des marchés financiers. Voilà. Alors, les différentes phases du marché, bon, naturellement, rapidement, on va s'intéresser aux deux exemples les plus courants, les phases naturellement haussières et baissières, avec cette petite capture d'écran, cet exemple sur euro-dollar, la parité reine, la parité monétaire qui concentre le plus de volume sur le marché du forex, au sein d'une seule tendance. On n'est jamais en diagonale. C'est-à-dire que quand on relie avec une ligne droite un point bas et un point haut, naturellement, on a le sentiment que l'évolution s'est faite d'une manière assez rapide, de manière nette, mais bien entendu, au sein d'une tendance, on va retrouver énormément de petites phases inférieures de correction et de consolidation. Généralement, l'après-midi, pendant les live trading que j'anime pour les clients, dont certains sont présents aujourd'hui, j'ai tendance à parler de bouffées d'oxygène, qu'elles soient haussières ou baissières. Alors c'est pas une appellation spécialement technique, mais je trouve que c'est un terme qui renvoie vraiment à cette idée de correction à la baisse, de consolidation à la hausse au sein d'une même tendance, même si la tendance est extrêmement nette. Alors, on n'est jamais dans une ligne droite, on n'est jamais dans une diagonale. Le marché est vivant, il a besoin de respirer, il a besoin de faire des petites pauses à la hausse au sein d'une tendance nettement baissière et des petites pauses évidemment baissières au sein d'une tendance très nettement marquée par la hausse. Alors, on va pouvoir également détecter justement ce trading range dont je parlais tout à l'heure. On peut le représenter avec une seule ligne horizontale complètement plate, un petit peu comme un encéphalogramme complètement plat, qui distingue justement un marché relativement mort, pour garder un peu cette allégorie, cette image.
La manière la plus courante évidemment de le distinguer, c'est toujours entre deux bornes au minimum. On peut distinguer plusieurs supports, plusieurs résistances, pourquoi pas entre 4 bornes, 6 bornes. Voilà, c'est un marché, on va dire, neutre. Malgré tout, la neutralité reste une tendance parce que il n'y a pas qu'une tendance haussière ou qu'une tendance baissière. Il y a aussi, par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, des trading range. Et c'est justement, je pense, dans ce cas de figure-là, où la psychologie est le plus mise à l'épreuve. Parce qu'une fois qu'un support fort ou une résistance nette a vraiment été rompue au sein d'un trading range, c'est là où on commence à voir les biais psychologiques ressortir. Et de la même manière, un trading range ne dure jamais éternellement. Il y a bien un moment où on va casser un support, casser une résistance. On n'évolue jamais systématiquement, quel que soit l'actif, au sein de deux bornes fixes et éternellement. Alors, comment détecter les changements de phase psychologique? Alors, au-delà de la maîtrise, je dirais, de soi-même, de ses propres émotions, sur lesquelles on peut pas dire grand-chose, parce que ça c'est un travail personnel. Chacun évolue naturellement à son rythme. Ça dépend aussi du comportement que l'on a à la base, je dirais, en dehors des marchés financiers. Ce qui est important, c'est de s'intéresser de manière un peu plus générique à la psychologie des marchés. Et évidemment, la psychologie des marchés, on va la retrouver sous une représentation assez évidente, celle des chandeliers japonais, qui vont traduire des comportements sous-jacents, des comportements d'hésitation, des comportements de tendance. On a justement, via l'analyse technique, une boîte à outils extrêmement performante qui est celle du chartisme. Alors, certains considèrent que le chartisme ne fait pas partie de l'analyse technique, que ce sont deux écoles différentes. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais disons que pour généraliser, il y a d'un point de vue assez simpliste, d'un côté plutôt la psychologie et de l'autre l'analyse technique, voilà, qui est froide, qui s'intéresse pas foncièrement, je dirais, au biais cognitif, mais qui va vraiment uniquement s'intéresser à l'évolution d'un sous-jacent via les chandeliers japonais. Alors on va distinguer des figures chartistes, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure rapidement, au niveau donc des vagues d'Elliott évidemment. Alors au-delà des simples chandeliers japonais, on va là directement distinguer de vraies constructions avec cette architecture. Ça n'est pas la seule bien entendu. Alors les candlesticks évidemment c'est tout simplement le terme anglais pour chandelier japonais. On va distinguer des bougies de tendance. On peut parler de chandelier ou de bougie. Généralement on va même distinguer la plus classique, qui est ce qu'on appelle un marubozu, c'est-à-dire c'est un chandelier où il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'ombre supérieure, il n'y a pas d'ombre inférieure, il y a uniquement un corps. Alors plus le marubozu, plus le corps est important et naturellement plus sa tendance sera marquée, c'est vrai à la hausse comme à la baisse. Ici on n'est pas justement dans le cas d'un marubozu puisqu'on a une petite ombre haussière, là où j'ai la pastille rouge. Dans le cas de droite, dans l'exemple de droite, on n'est pas non plus sur un marubozu, mais enfin, on semble s'en rapprocher un petit peu. C'est-à-dire qu'on a quand même des corps très marqués, des ombres très peu présentes, et effectivement, ce sont des bougies de tendance pure de maintien de tendance. Donc là, on a un biais psychologique assez intéressant, où globalement, en voyant ce comportement, en voyant cette attitude, quelle que soit l'unité de temps, on peut facilement se dire que la tendance n'est pas prête de se retourner, de s'inverser tout de suite. Côté hésitation, alors, à l'inverse des marubozu, on va avoir un exemple parfait qui est celui du doji, c'est-à-dire une absence totale de corps. Sous-entendu, le prix d'ouverture sera égal au prix de clôture, ou légèrement égal, parce qu'on peut considérer qu'un doji, c'est également avec la présence d'un tout petit corps. Ça n'est pas le cas dans la représentation que l'on a sous les yeux là, parce qu'effectivement, le corps est trop important pour qu'on parle de doji, mais on va surtout avoir la présence de l'ombre supérieure, là où j'ai la pastille, et de l'ombre inférieure. Donc, l'idéal, et contrairement au marubozu, c'est d'avoir une absence de corps et deux ombres, qu'elles soient supérieures ou inférieures, extrêmement importantes. Là, ça va vraiment marquer une indécision du marché, puisque par définition, on est allé sur un point très haut, on est allé sur un point très bas, mais finalement, on clôture sur le prix d'entrée. Donc le marché a fait du yo-yo, il savait pas trop où il allait, il a hésité, mais en fin de course, pour ne rien changer à la cotation initiale ou peut-être pour changer très peu de choses. Donc ça, c'est un signe d'hésitation qui, au sein d'une tendance, commence à nous mettre un petit peu la puce à l'oreille pour nous dire attention, le marché risque de se retourner dans la tendance inverse. Voilà, donc ce sont les deux comportements les plus courants. Naturellement, le webinaire n'est pas spécialement dédié, je dirais, au chartisme, donc là, je renvoie évidemment plutôt au webinaire dédié à cette mention-là. On va surtout s'intéresser évidemment au biais psychologique. Alors, il y a différentes phases évidemment dans un marché. Pour détecter les changements de phase psychologique, on va utiliser, comme je disais il y a quelques secondes, des mèches. Donc les mèches, ce sont les ombres, c'est juste un synonyme. Des mèches plus longues que le corps. C'est surtout vrai dans le cas parfait d'un doji qui va traduire justement, comme je disais il y a quelques instants, une hésitation. Alors, on a justement, là où je vais mettre la pastille rouge, là où j'ai ma pastille rouge, on a effectivement, je dirais en l'espace de 3 chandeliers consécutifs, même en l'espace de 4 chandeliers consécutifs plutôt, on a 2 doji
qui ne semble pas tout à fait parfait. Et les deux autres chandeliers, on a justement un pendu et un marteau qui viennent traduire là aussi des signes d'indécision très forts, alors qu'on va distinguer avec l'absence ou la présence du nombre inférieur supérieur. Donc là, je renvoie un peu aux notions de base de chartisme. Et évidemment, donc ça va traduire un retournement de tendance. Alors attention, ça n'est pas la seule. Il ne faut pas utiliser seulement cette considération-là, cet élément-là, pour rentrer sur le marché. Il faut toujours cumuler à cette information-là. Pourquoi pas une publication macroéconomique, pourquoi pas une information technique comme un renversement d'un RSI, d'une moyenne mobile, d'une bande de Bollinger. Là, naturellement, je renvoie sur notre site et sur nos vidéos de formation. Voilà. Mais effectivement, ça va commencer à nous mettre un peu la puce à l'oreille sur les biais psychologiques, les biais cognitifs au sein du marché. Et grâce donc à cet outil évident, la représentation du prix, le chandelier japonais. Alors c'est pas la seule représentation du prix. Je vais pas rentrer forcément dans cette parenthèse-là en détail, mais il y a d'autres représentations du prix, par exemple les Kanashi ou par exemple le Renko, qui peuvent permettre non pas des analyses plus fines, mais en tout cas d'avoir sous la main une représentation différente et donc d'avoir un autre point de vue pour compléter celui qui est le plus courant via les chandeliers japonais. Il faut bien imaginer que l'immense majorité des opérateurs boursiers ont sous les yeux des chandeliers japonais. Donc là, on va retrouver le concept de prophétie auto-réalisatrice, c'est-à-dire que le fait que tout le monde ait sous les yeux la même information, ben naturellement, ça va inciter l'ensemble du marché, en tout cas la majorité du marché, à adopter le même comportement. Alors c'est vrai avec les indicateurs et oscillateurs techniques, comme c'est aussi vrai, bien entendu, avec les chandeliers japonais. Alors, premier bilan, au niveau de la psychologie du marché, chaque tendance est liée à une phase psychologique. Ça, c'est absolument indéniable, puisqu'encore une fois, la majorité des volumes sur le marché, directement ou indirectement, sont pris malgré tout par des humains, par des opérateurs humains. Donc il y a mécaniquement un aspect psychologique derrière. Il n'y a pas de trader humain parfaitement froid, parfaitement mathématique, ça n'existe pas. Là, on se réfère plutôt à des automates de trading. Les phases d'hésitation peuvent être plus ou moins longues, naturellement, en fonction de l'amplitude du mouvement précédent. Est-ce que l'on vient corriger une énorme phase haussière? Est-ce que l'on vient consolider une énorme phase baissière? Ou respectivement, au contraire, est-ce que ce sont simplement de toutes petites variations, par exemple sur une faible unité de temps, je pense au M1 ou au M5, ou simplement on vient corriger 10 pips, 15 pips, voilà, sur le Forex notamment. Une phase d'hésitation, on l'a vu notamment avec le trading range, le trading en yo-yo en quelque sorte, représente toujours une opportunité pour l'opérateur, parce que naturellement, on est entre guillemets en amont, on est au début, bien souvent, d'un retournement de tendance. Donc on est qui sur un point haut pour le début d'une tendance baissière, qui sur un point bas pour le début d'une tendance haussière. C'est pas systématiquement vrai, un trading range peut être aussi une phase d'attente, entre guillemets, entre deux biais nettement haussiers. Mais c'est vrai que bien souvent, une phase d'hésitation vient quand même traduire, comme le nom l'indique, une crainte des opérateurs boursiers que le marché ne se retourne, et c'est bien souvent le cas. Les figures chartistes représentent un indicateur, justement, des indicateurs plutôt, même il faudrait le mettre au pluriel pour être tout à fait complet, puisqu'il y a plusieurs, naturellement, figures chartistes, et d'autant plus qu'elles sont très différentes les unes des autres. Eh bien, des indicateurs performants pour repérer justement ces fameuses phases d'hésitation. Alors, Charles Dow, c'est le père fondateur, on va dire, de l'analyse technique moderne. C'est aussi accessoirement le créateur du Wall Street Journal, et c'est à lui qu'on doit le nom du Dow Jones pour l'indice américain principal, je dirais majeur, a écrit justement, a rédigé une théorie que je vous invite à consulter en tapant tout simplement dans Google théorie de Dow, donc D-O-W, comme pour le Dow Jones. Et effectivement, il traduit une tendance en 3 étapes. Il considère que la première étape, ce sont les opérateurs boursiers les plus initiés qui vont rentrer sur le marché financier. La deuxième étape, qui est la plus importante au niveau de la variation, alors je distingue pas hausse ou baisse parce que c'est vrai dans les deux cas, d'après Dow. Eh bien, la deuxième étape, c'est les opérateurs commerciaux qui vont représenter l'essentiel des volumes boursiers, qui vont à leur tour rentrer sur le marché et confirmer et amplifier cette tendance initiale. La dernière étape, c'est là où les particuliers rentrent, les particuliers mal informés, qui ont entre les mains une information relativement obsolète, notamment en suivant les médias généralistes qui vont traiter l'information boursière en retard sans s'intéresser aux médias spécialisés ou même sans s'intéresser directement à ce qu'ils ont sous les yeux au niveau de leur plateforme. Et évidemment, ce sont ceux qui vont rentrer donc
en dernier et qui vont se faire avoir au moment où la tendance va s'inverser. Donc tout cela pour dire que naturellement il convient quand même d'être le plus informé et le plus initié possible j'allais dire, en mangeant des graphiques. C'est un petit peu ça, parce que c'est une expression un peu courante, un peu familière, mais c'est quand même l'expression la plus courante, manger du graphique, c'est-à-dire vraiment d'être le mieux informé sur les actifs qui nous intéressent. Et là, je renverrai justement un biais psychologique assez intéressant, de ne s'intéresser qu'à 2 classes d'actifs au grand maximum. À titre personnel, par exemple, je ne m'intéresse qu'aux indices européens, essentiellement à l'indice allemand, au DAX 30, et en parallèle aux 2, voire 3 devises majeures. Je pense à l'euro évidemment, à l'USD, dans une moindre mesure au yen. Voilà. Mais sans m'intéresser spécialement à d'autres classes d'actifs, il vaut mieux être spécialisé sur 1 à 2 actifs qu'être généraliste et moyen sur 10 actifs. Voilà. Alors, troisième point essentiel, toujours par rapport à la psychologie de l'investisseur, pourquoi est-ce que c'est si primordial ? Ça n'est pas un propos personnel, mais ça a été prouvé, et puis c'est du bon sens, ça a été prouvé 1000 fois, et puis c'est du bon sens. 60 à 70% du trading est lié à la psychologie, que ce soit dans le bon comme dans le moins bon. L'erreur la plus courante d'un point de vue psychologique pour un investisseur débutant, c'est de couper trop tôt ses gains et trop tard ses pertes. C'est le biais le plus courant, ou de mal gérer son money management. Alors on va voire pas parler de money management aujourd'hui, parce que c'est évidemment le sujet d'autres webinaires uniquement dédiés à cette notion-là. Mais effectivement, l'analyse peut être bonne, l'analyse initiale, l'analyse technique qu'a réalisé l'opérateur, et au final, l'opération être perdante ou n'avoir finalement gagné peut-être que 5% de ce que présentait le potentiel de l'analyse initialement générée. Alors, c'est rageant, mais c'est tout de même l'un des cas les plus fréquents, c'est que finalement, une bonne opération n'est jamais pratiquement coupée sur son take profit au sein des opérateurs débutants, alors qu'une opération perdante, elle ne va pratiquement jamais trouver de stop loss, paradoxalement. Donc, il faut réussir à accepter une perte. Il y a un biais psychologique très très célèbre et qui est assez vrai, c'est que généralement, quand on a perdu 100 euros, par exemple sur le marché financier, et que peu de temps après on gagne 100 euros, on ne se souviendra pratiquement que de la perte. Psychologiquement, on sera beaucoup moins marqué par le gain, alors que finalement c'est exactement la même valeur absolue. Les deux viennent se combler parfaitement, donc une évolution nulle, une évolution stable à zéro littéralement. Donc c'est un biais assez courant. Il faut réussir à passer outre ces éléments-là. Alors évidemment, le webinaire ici n'est qu'une introduction. En une demi-heure, évidemment, c'est sûr qu'on peut pas aborder toutes les clés psychologique. Là, il y a beaucoup d'ouvrages à ce niveau-là, notamment pour nos clients. Nous, on envoie gratuitement celui qu'on avait fait écrire par Jérôme Boumingel. Le titre est assez simple, Psychologie boursière et trading sur CFD. C'est pas un hasard, puisque effectivement, au-delà de l'aspect technique, on se soucie vraiment de l'aspect psychologique, puisque c'est l'immense majorité de ceux du trading, de cet aspect-là. Alors, l'investisseur ressent, et c'est bien normal, des émotions. Alors, il est de coutume de dire ou de lire qu'il faut combattre ses émotions sur le marché. Quelque part, c'est assez vrai, mais ça n'est jamais totalement respecté. C'est bien normal, on n'est pas non plus des machines. Il y a bien un moment où il y a un peu de stress, où il y a, pourquoi pas, un sentiment de panique, ou contrairement à un sentiment d'euphorie, parce que l'euphorie peut être aussi très trompeuse. Si on gagne 5 fois de suite, on peut se dire, tiens, je vais prendre une sixième opération pour aller encore plus loin. C'est une très bonne journée, et finalement, la 6e opération va détruire les gains des 5 premières. Donc ça, c'est normal. Il faut réussir à le maîtriser. Alors c'est simple à dire, bien naturellement, mais ça c'est un travail personnel, très très long et très profond. Donc je peux difficilement dire plus parce que c'est vite résumé, mais on peut difficilement aller plus dans le détail à ce niveau-là, parce que c'est encore une fois quelque chose que chacun doit faire. Il n'y a pas de clé, de recette universelle à ce niveau-là. L'entraînement technique n'est pas suffisant pour se connaître. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut être le meilleur analyste du monde, mais être un très mauvais trader. Et c'est ça qui est souvent vrai finalement. On peut connaître toutes les figures chartistes par cœur, tous les indicateurs et les oscillateurs techniques par cœur. Au final, on peut être un mauvais trader. L'inverse est aussi vrai. Un très bon trader peut être plutôt un mauvais analyste. Et pour une raison simple, c'est que certains excellents traders n'ont aucun indicateur ou aucun oscillateur sous les yeux. Ils ont ce qu'on appelle un graphique vierge, un graphique nu, où il y a simplement les chandeliers japonais, pourquoi pas avec un seul élément technique, je pense surtout au retracement de Fibonacci en disant ça, mais finalement il n'y aura rien d'autre.
C'est une possibilité, c'est pas forcément ce que je recommande, mais certains le font. Donc, un bon analyste n'est pas forcément un bon trader, et un bon trader n'est pas forcément un bon analyste. C'est ça qui est important. L'entraînement technique ne fait pas tout, loin s'en faut. Voilà. Alors, quel risque pour les investisseurs débutants? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec le phénomène d'engagement et les pièges d'abscon. Liés au biais psychologique, on va retrouver dedans plein de sous-formules, je dirais. Le fait de couper trop tôt ses gains, trop tard ses pertes. Le fait de faire des moyennes à la baisse, des moyennes à la hausse, avec un cas d'école particulièrement célèbre, celui de Jérôme Kerviel, hein, qui a été une moyenne à la baisse sur le DAX 30 à hauteur de 50 milliards d'euros. 10% a été perdu, 4,8 exactement, et c'était malgré tout une erreur de débutant. Quelle que soit la somme engagée, qui est quand même énorme, 50 milliards d'euros, finalement, Kerviel est tombé dans un piège psychologique de débutant. Voilà. Alors, il faut perdre l'objectif, il faut plutôt garder, je dirais, son objectivité, mais l'un des pièges, justement, est de perdre son objectivité, de son analyse à cause de ses émotions, c'est-à-dire se laisser envahir par ses émotions et ne plus considérer finalement l'analyse qu'on avait initialement générée, initialement créée. On voit une très bonne analyse qui oriente très fortement, par exemple, euro-dollar à la baisse, et puis finalement, on s'arrête on s'arrête juste à 10% de cette tendance-là parce que on a vu un petit retournement haussier qui nous a fait perdre notre sang-froid, etc. Voilà. Donc là aussi, naturellement, c'est résumé, c'est rapidement dit. Faut pas oublier encore une fois que les webinaires sont que des introductions à ces notions-là. Et c'est surtout pour vous mettre la puce à l'oreille, pour vous donner envie de vous renseigner d'autant plus à ce niveau-là. Mais c'est simplement du bon sens. C'est vrai que l'un des pièges les plus courants, c'est vraiment je dirais, paniquer un petit peu alors que l'analyse initiale était plutôt bonne, plutôt intéressante. Comment éviter les pièges psychologiques? Alors, naturellement, il faut, comme je disais tout à l'heure, être spécialisé sur peu d'actifs. Connaître parfaitement le sous-jacent. Le sous-jacent, c'est l'actif naturellement, je parlais du DAX 30 tout à l'heure, sur lequel on va investir. Le plan de trading et le money management doivent naturellement être adaptés tant à la personne qu'au capital. Il y a des personnes qui ont des profils conservateurs, d'autres qui ont des profils plutôt spéculateurs, ça ne sera pas la même tolérance au risque, naturellement. On dit qu'un profil conservateur va exposer jusqu'à 5% de son capital, un profil spéculateur de 8 à 10%. Alors, ce sont globalement des valeurs, je dirais, générales, hein. C'est pas une norme absolue. Mais effectivement, c'est quand même assez vrai. On le respecte d'ailleurs, c'est ce qu'on suit au niveau des live trading l'après-midi, avec une fois ou deux fois par mois le fait toucher les 5% et finalement de clôturer malgré tout de manière adaptée en respectant le plan de trading et le money management, de clôturer les positions proprement. Voilà. Le plan de trading, alors c'est beaucoup plus vaste comme notion, ça inclut le money management, ça inclut également l'analyse technique. Globalement, le plan de trading, c'est tous les biais qui vont nous servir. Et donc là aussi, ça va dépendre à la fois de la personne et du capital investi. Forcément, si on investit 500 euros ou 30 000, c'est absolument certain qu'on ne va pas aborder les marchés financiers de la même manière. Il faut rédiger un petit cahier des charges de trading. Alors par cahier des charges, on entend aussi objectifs. Des objectifs dans le bon comme dans le moins bon, c'est-à-dire des objectifs de gain comme de perte. Se dire, voilà, aujourd'hui j'ai fait mon objectif qui était tout simplement un rendement de 1%, par exemple. Je prends une valeur arbitraire. Très bien, mais si l'objectif de perte avait été atteint, si par exemple on se dit bon voilà je ne tolère que 0,5% de perte par jour, j'ai atteint mon 0,5%, j'arrête pour aujourd'hui et je me reporte à la séance de demain pour poursuivre mon trading. Il y a un phénomène en trading qui est très courant, c'est celui justement par rapport aux objectifs, c'est celui de l'animal blessé. C'est-à-dire que de la même manière que l'on a perdu sur le marché financier par exemple 0,5% de son capital en une séance, on va se dire, bon, en quelque sorte, inconsciemment, on va se dire, il faut que je me venge comme un animal blessé, c'est le cas de le dire, et donc je vais essayer de me refaire une santé rapidement en appuyant plus lourd au niveau des volumes, en récupérant ces 0,5% plutôt qu'attendre tranquillement, sereinement la séance du lendemain. Eh bien, c'est comme ça aussi que beaucoup d'investisseurs particuliers finissent par perdre. Il y a ce sentiment-là d'animal blessé, il y a aussi à l'inverse le sentiment d'euphorie, une séance où on a atteint et même légèrement dépassé son objectif, on va se dire bon ben je vais continuer, c'est un peu ma journée, c'est mon jour, j'ai fait 5 trades gagnants, j'en fais un sixième, et comme je disais il y a quelques instants, le sixième finalement va être perdant et va, au niveau de sa perte, manger les 5 précédents gains, voire même un peu plus. Donc il y a quand même des biais assez forts qui sont communs, qui sont courants à tous les investisseurs, qu'il convient quand même d'éviter justement
il faut éviter ces pièges psychologiques en rédigeant son cahier des charges, en sachant les objectifs que l'on se fixe. Encore une fois, quand on dit objectif, ça n'est pas que positif, ça peut être aussi des objectifs de perte, c'est important. Voilà. Effectuez un test réel avec un montant que vous pouvez perdre. Il est de coutume de dire que en bourse, on n'investit que 10 à 20% de l'argent dont on n'a pas besoin. C'est-à-dire on a X euros de côté, qui entre guillemets ne nous servent pas, qui sont comme une sorte de petite cagnotte, et on ne va investir en bourse que 10 à 15% de ce montant-là, peut-être grand maximum 20%, mais pas au-delà. Alors de la même manière que pour la tolérance au risque d'un profil conservateur, 5%, spéculateur 10%, il n'y a pas vraiment de normes, il n'y a pas vraiment de règles absolues, ce sont juste des conseils de bon sens qui sont partagés par l'ensemble du marché, des chiffres qu'on entend très souvent et que l'on lit très souvent et à juste titre, parce qu'ils ont été éprouvés des milliers de fois auparavant. Mais effectivement, en parallèle du test réel, moi je recommande tout le temps aux clients en live trading d'exploser un maximum de fois leur compte démo, qui n'a aucune incidence, puisque par définition c'est un compte démo, l'argent est fictif. Les conditions de trading, elles, par contre, sont bien réelles. Alors naturellement, on n'a pas tout à fait les mêmes conditions psychologiques, de perdre 50 euros fictifs ou de perdre 50 euros qui nous appartiennent, 50 euros bel et bien réels, mais il faut bien imaginer que le mieux, c'est encore de se faire la main, de s'exercer sur un compte démo. Si le compte est explosé, par exemple si c'est un compte fictivement accrédité de 5000 euros, si jamais les 5000 euros fictifs sont explosés, c'est pas un souci, vous appelez votre référent commercial à XTB et en 2 clics, il vous recrédite le montant fictif que vous souhaitez. Voilà. Je dis ça, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'effectivement, il vaut mieux exploser 10 fois un compte fictif de 5000 euros pour se sentir prêt à aller sur le marché financier avec ses propres fonds, plutôt qu'attaquer directement en réel. C'est pour ça que généralement, et même c'est ce qu'on met sur le site en page d'accueil, c'est de commencer d'abord avec un compte démo, c'est le gros bouton rouge en plein milieu du site, et ensuite avec un compte réel. Mais ça aussi, c'est du bon sens. Voilà. Et encore à titre personnel, ce que je fais sincèrement, c'est que j'ai les deux. Je continue de m'exercer en démo et en parallèle, évidemment, j'applique mes stratégies en réel. Mais le compte démo ne doit jamais vraiment vous quitter. Voilà. C'est même quand on passe en réel, c'est pas pour autant qu'il faut supprimer son compte démo et se dire bon voilà maintenant je suis en réel, j'en ai plus besoin. C'est pas forcément vrai. Un petit exemple sur le DE30. Alors DE30 c'est le DAX 30, c'est le code je dirais sur les plateformes pour le DAX 30. Paramètres de l'actif, un contrat, c'est 2500 euros de marge immobilisée. Un point d'indice, donc sous-entend qu'il y a une variation de 25 euros par point, plus 25 euros, moins 25 euros, avec, par exemple, dans le cas présent, un capital de 5000 euros, pardon. Donc de 5000 euros dans ces paramètres-là. Voilà pour l'exemple, rapidement, pour les conditions, je dirais, de l'exemple que je vais donner dans quelques secondes. On a un compte de 5000, on est sur le DAX en sachant que un lot représente 2500 euros de marge immobilisée, donc 25 euros de variation par point. Un money management recommandé et prudent à ce niveau-là, c'est de ne prendre que des opérations de 0,05 lots. En live trading, par exemple, le compte initial, le compte que j'ai aujourd'hui, qui est tous les jours que j'utilise avec les clients, est de 37 000 euros en ce moment, à peu près, 37 000 euros de solde. Initialement, il y avait 20 000 euros dessus, donc on voit qu'il y a une progression de 17 000 euros. Je raisonne encore au niveau du capital comme s'il y avait 20 000 euros. La taille de position que je prends sur le DAX 30, en sachant que l'immense majorité, pour ne pas dire pas la totalité, mais enfin l'immense majorité des opérations que je prends sont justement sur le DAX 30. Ce ne sont que des opérations de 0,25 lots. Donc on retrouve le même ordre de grandeur en prenant des opérations de 0,05 pour un capital de 5000. En l'occurrence, avec 0,05 lots, naturellement c'est 2500 divisé par 20, proportionnellement, donc on va avoir 125 euros de marge immobilisée. 5 positions au grand maximum ouvertes, et encore, ça c'est vraiment pour les profils les plus spéculateurs dans le cas d'un hedging, donc 625 euros de marge immobilisée. Voilà. Une perte par point de 1,25 € ou un gain par point. On a surtout insisté sur le biais négatif, perte, parce qu'évidemment c'est le plus important psychologiquement, comme je disais tout à l'heure, on a plutôt tendance à se souvenir des pertes et non pas trop des gains. Voilà. Alors, on retrouve un peu l'ordre de grandeur du live trading. Généralement, ce qui se passe au niveau du live trading, c'est qu'on va avoir 2 opérations dans le même sens, donc 2 fois 0,25 lots, une opération comme si on avait une opération médiane de 0,50 lots, et dans le cas extrême, un hedging à 3 fois plus de volume. Voilà. Donc on va retrouver là aussi globalement le même ordre de grandeur en proportion. On poursuit un peu l'exemple de trading, je dirais, psychologique. On va choisir une figure chartiste. Bon, je pense par exemple au Marubozu dont je parlais tout à l'heure, et plusieurs indicateurs. Quitte à rester sur le Marubozu pour la tendance, pour confirmer la tendance, autant pourquoi pas avoir un indicateur de tendance dans notre exemple, une moyenne mobile par exemple. Notre cahier des charges est composé de règles assez strictes.
La durée de la session de trading, on va considérer qu'on est un day trader, sous-entendu notre opération doit être ouverte et clôturée pendant la même séance, ce qu'on essaie de faire au maximum pendant le live trading, mais certaines opérations sincèrement dépassent le simple cadre de la séance et débordent jusqu'au lendemain. Ça peut arriver. Pas de lissage à la hausse ou à la baisse, avant 50 points d'écart par position, je déconseille très fortement de pyramider ou encore pire, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de faire des moyennes à la baisse ou à la hausse, et un maximum de 250 € de perte par position ouverte. C'est un exemple, c'est pas forcément ce qui est recommandé, c'est simplement un exemple, c'est simplement pour définir un peu le cahier des charges. Voilà ce qui, idéalement, enfin voilà les petites cases à remplir idéalement, pas forcément avec ces valeurs-là, hein, chacun est libre naturellement de faire ce qu'il veut, mais c'est simplement pour l'exemple, ce sont des valeurs globalement arbitraires, et surtout ne pas avoir d'opération ouverte sans stop loss si on s'éloigne de son ordinateur. Si on est derrière, qu'on fait du scalping à très très court terme, et qu'on est constamment derrière son écran, on peut se permettre de ne pas en mettre dans l'immédiat, mais dès que l'on s'éloigne, ne serait-ce quelques secondes, quelques minutes de son ordinateur, naturellement, il faut mettre un stop loss ou une architecture de hedging pour couvrir les potentielles pertes. Voilà. Alors, second bilan, je devrais dire plutôt. La psychologie n'est pas liée à la technique, comme on l'a vu tout à l'heure, mais peut-être évitée grâce à celle-ci, notamment grâce au chartisme en particulier, donc les fameux chants de japonais, pour lesquels je vous invite vraiment à lire à ce niveau-là. Hein, tout simplement, il y a énormément d'ouvrages à ce niveau-là. J'en conseille quelques-uns au niveau du live trading. Il n'y a pas d'entraînement particulier qui soit d'autant plus universel, qui soit adapté à tout le monde. Hein. Chacun est propre, évidemment, d'évoluer à son rythme à ce niveau-là. Mais le mieux, évidemment, c'est d'acquérir de l'expérience. Donc là, je renvoie évidemment à cette notion de compte démo, petit à petit avant de passer sur de l'argent réel. Alors, adapter ses règles de trading par rapport à son profil psychologique, on en a parlé également, mais également par rapport à son capital, bien entendu. Voilà. Je vais couper le micro quelques secondes pour boire un peu d'eau. Je vous invite à poser vos questions. Voilà. Et d'ici là, naturellement, je vous remercie pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous à 15h15 pour le live trading. Voilà, à tout de suite. Voilà. Alors on a un petit peu débordé sur le format d'ailleurs parce que il est un peu plus de 12h30. Alors Brice d'abord me demande bonjour, une précision s'il vous plaît, ces bougies ainsi que les informations qu'elles nous indiquent s'appliquent, peu importe l'horizon de temps, oui absolument, mais mécaniquement plus l'horizon de temps va être important, plus on va s'attendre à ce que l'information décrive une variation importante ou un maintien de tendance important. Marc me demande, malgré la vidéo sur YouTube, y a-t-il un PDF sur ce webinaire? Alors on peut vous l'envoyer bien sûr par mail, vous n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit mail. Et puis on vous envoie immédiatement le PowerPoint, bien entendu. Asnel me demande, bonjour, je rejoins le webinaire en milieu de course. Une mise en ligne de cette vidéo est-elle prévue? Oui, justement. J'en parlais en introduction. Comme c'est un webinaire complet sur... Enfin, une introduction complète, plutôt pour dire tout à fait correctement, comme c'est une introduction complète à la psychologie trading. Je ne dis pas qu'elle sera dévoilée aujourd'hui sur YouTube, mais ce sera dans le pire des cas la semaine prochaine. Parce que d'abord, il y a, comme vous le savez, une vidéo de formation qui doit être dévoilée sur les supports et les résistances. Voilà. Lionel me demande, bonjour, quelle différence au niveau psychologique faites-vous entre votre compte personnel et le compte du live trading? Alors, à titre personnel, comme j'ai moins de temps que pour le live trading, je fais un peu moins de scalping, j'en fais quand même. Ce sont plus des opérations à moyen terme, enfin à moyen terme, attention, tout est relatif, disons plutôt de swing trading pour dire correctement, c'est-à-dire sur au moins 2 séances, grand maximum 5. Comme je dis souvent, j'ai tendance à penser qu'une analyse qui va au-delà d'un mois, c'est plus de l'analyse technique, c'est plus de l'analyse tout court, c'est de la voyance. Donc sous-entendu évidemment péjorativement. Donc effectivement, la vraie différence pour moi au niveau du live trading, c'est que c'est surtout, je dirais, un biais à très très court terme, c'est du scalping en l'espace de quelques minutes, voilà. Ce qui demande, à titre personnel en parallèle, d'avoir le même temps à y consacrer. Voilà, ce qui est moins vrai, de mon côté. Donc moi je fais un peu moins de scalping à titre personnel, mais j'en fais quand même, et un peu plus d'opérations en swing trading. Voilà, qui sont plutôt les recommandations matinales de l'analyse d'ailleurs. Voilà. Hakim me demande comment arriver à sortir du mode espoir. Je suis perdant sur les banques, sur les valeurs bancaires. J'arrive pas à sortir en attendant la BCE. C'est une question très générale. C'est quand même très dur d'y répondre sans rentrer dans les détails. D'autant que n'oubliez pas qu'en France, le conseil individuel est interdit. C'est-à-dire que le live trading est légal parce que c'est un conseil de groupe, mais prendre le cas précis d'une personne et dire il faut faire ci, ça et ça c'est interdit. Donc je peux difficilement, d'une part sans plus de précision vous répondre, et même si je savais, ce serait pour le coup illégal. Voilà. Alors, Jean-Marc me dit, peut-on avoir une copie des slides? Oui, j'avais répondu rapidement, toujours pareil, n'hésitez pas à envoyer un mail à votre référent. Pourquoi ne pas trader sur un seul actif?
Alors, c'est le cas au niveau du live trading en ce moment, c'est en ces temps assez agités de volatilité, parce qu'on n'avait plus tous les volumes habituels de fin d'année. Donc ça a été que du DAX 30 ces derniers temps sur live trading, avec une petite exception faite au niveau des recommandations matinales. Sur les live trading, je dirais plus traditionnels, où les volumes du marché sont classiques, on peut monter à 3-4 actifs, mais ce sont globalement des actifs euh, qui sont de la même famille. Dans mon cas, je parlais donc des indices par exemple européens, donc je vais être sur le FTSE et sur le DAX par exemple en parallèle, et je vais avoir 2 opérations euro USD par exemple en parallèle. Voilà. Voilà, des références de livres, me demande-t-on. Oui, alors j'en parle souvent au niveau du live trading, j'en évoque beaucoup, j'en évoque 8 maintenant, 8 références de livres sur ma page Viadeo, tout simplement, en tapant Dorian Abadi Viadeo, pour revenir en détail sur le nom de chaque auteur, parce que là je vois qu'il y a déjà midi 40, le nom de chaque auteur, l'ISBN pour avoir le numéro du livre, et le titre du livre, tout simplement, voilà. La plupart sont des livres d'ailleurs anglo-saxons qui ont été traduits en français ces dernières années. Tous ne sont pas des livres récents, il faut bien le reconnaître. Il y a des livres anciens qui sont absolument exceptionnels à ce niveau-là. Voilà. Euh, voilà. Alphonse me demande, pouvez-vous rappeler quel est le calcul à effectuer pour connaître quel autre trader en fonction de son capital? Merci. Alors, ça dépend de l'actif. Ça n'est pas le cas pour tous les actifs. Donc là, je renvoie évidemment au cas par cas sur notre site, sur l'onglet marché, conditions de trading. Et là, selon Euro USD ou selon le DAX 30 par exemple, ça va être une réponse totalement différente. Donc je peux pas y répondre, je peux pas répondre de manière universelle. Voilà. Sinon, il y a une manière assez simple sur Xstation, c'est au niveau du ticket d'ordre, sans forcément valider l'opération, de mettre n'importe quel volume et de voir juste en dessous apparaître au niveau de la calculatrice la marge immobilisée qui correspond et la valeur par point. Voilà. Voilà, pas plus au niveau des questions. Écoutez, il est midi 40, on a un petit peu débordé. Ce webinaire sera donc présent sur YouTube dans les prochains jours. Je pense pas aujourd'hui très sincèrement, mais certainement, très certainement en début de semaine prochaine, lundi ou mardi. Voilà. Merci beaucoup pour vos messages de sympathie. Et puis donc je vous donne rendez-vous naturellement donc à 15h15 pour les clients pour le live trading et naturellement pour les non-clients donc lundi à 10h30 pour le Good Morning Market comme tous les matins. Voilà. Excellente fin de journée à tous et à tout à l'heure.